C'est pourquoi je posais la question. Mais si, mais il n'y a que ça, la tradition. On se heurte dedans sans arrêt. On tourne en rond comme des bourriques autour d'un poteau avec les traditions, les universaux, etc. On est complètement encerclé. C'est pour ça quand vous me dites que je nie les universaux... Vous voulez en sortir? Oui, je ne pense qu'à ça. Oui. Le problème est de savoir comment. Parce que quand vous dites le mouvant, quand vous dites le flou, quand vous dites un certain nombre de choses pour l'opposer au fixe, pour l'opposer au dur, pour l'opposer au stable, on se dit d'accord, mais enfin, pour qu'il y ait un certain mouvement, il faut bien que quelque part, il y a eu quelquefois quelque chose qui ait fixé ces universaux. Ouais. Alors, où elle est la réflexion par rapport à cette fixation? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais elle est à travers la bifurcation. Aujourd'hui, par exemple, on peut essayer de repenser ce qu'a été le mai 68 en France à travers cette bifurcation extraordinaire qu'ont opéré dans l'histoire les étudiants chinois. Donc le problème pour moi, il n'est pas d'interpréter les étudiants chinois à travers 68, mais à l'inverse, de repenser ce qu'a été 68 à travers ce type de mutation, ce type de... Enfin là, on pourrait en parler pendant des heures, je ne développe pas. Depuis le début de l'entretien, 2 fois de suite, le nom de Sartre est venu sous votre bouche. Et ça m'intéresse bien parce que est-ce que finalement de Sartre, vous gardez, je ne dirais pas une filiation, en tout cas une sympathie pour le penseur justement de la subjectivité, le penseur de la pratique, et comment vous situez-vous par rapport à cette sorte de long purgatoire que la pensée sartrienne subit depuis plusieurs années? Oh oui, mais non, moi j'ai toujours été très fidèle, très attaché à la pensée de Sartre, et puis surtout à cette espèce de volonté d'engagement, quoi, cette espèce de présence à l'histoire, au risque même de se tromper, au risque de se fourvoyer. En même temps, votre mode d'inscription politique et d'engagement ressemble plus finalement à celui d'un Michel Foucault, c'est-à-dire on a souvent opposé les deux modes d'engagement comme un engagement dans un certain mode de généralité de ça, et puis un engagement beaucoup plus particulier, beaucoup plus polarisé précisément d'un Michel Foucault. Très curieusement, vous me semblez plus proche de Michel Foucault dans la modalité d'engagement et beaucoup plus proche de Sartre dans la façon de réfléchir à cet engagement. C'est-à-dire que là encore, il y a des déchirures entre les perspectives. C'est que tout qui était les formations politiques, syndicales, etc., à l'époque de Sartre, lui encore, décorné aussi, d'où toutes les démarches très complexes qu'il a eues. À l'époque de Michel Foucault, ce qui surgit, c'est que il y a de tous les niveaux du social, au niveau de l'éducation, les prisons, au niveau de la psychiatrie, au niveau de l'homosexualité, la prostitution. Et cette problématique, elle est irréversible, elle continue, malgré la chape de plomb, malgré les années d'hiver que nous traversons. Mais on sent que il y a une micro-politique, un niveau micro-social qui est le lieu où va s'opérer la reprise des pratiques sociales. Bien. Alors, dans ce cas-là, effectivement, il faut essayer de concevoir une restructuration de l'acte politique dans ce nouveau contexte. Ce qui ne veut pas dire que, par ailleurs, il n'existe pas toujours des formations de pouvoir, les formations étatiques, etc., au sein desquelles on se débat. On est donc pris dans une sorte de polyphonie discordante entre des lignes très contradictoires. Félix Guattari, alors au fond, pas de conception globale non plus de la vie politique, mais seulement quelque chose d'éclaté auprès de chaque problème, auprès de chaque institution, pour essayer d'en critiquer les dysfonctionnements, mais jamais une conception globale. Vous avez quelque chose qui m'a beaucoup frappé comme concept dans Mille Plateaux, qui est le concept de anexactitude, que vous situez au-delà du vrai et du faux. Donc la vérité. Le problème est d'être dans l'anexactitude, au-delà du vrai et du faux. Alors est-ce que vous pourriez me préciser, dans cette instance politique, puisque dans une instance politique, qu'est-ce que c'est que l'anexactitude? Sinon, quelque chose qui risque de faire éclater ce que peut être la vérité, ma vérité à un moment donné, d'une conception globale de l'histoire. Ça serait une pensée du complexe, autour de laquelle tournent pas mal de gens. Comme moi, je pourrais vous donner un exemple. Je pense à un malade psychotique qui, brusquement, alors qu'un homme de progrès, disons de gauche, se met à faire un délire raciste, un délire fasciste.
eh bien, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? On lui fait la morale, on lui fait un discours, ou est-ce qu'on ne joue pas? Comme vous avez déjà lu, je sais la réponse. La réponse, c'est qu'on le suit dans son délire, et ça ne signifie pas qu'à l'extérieur, quand on parle du racisme, on va défendre son délire. Mais on le défend parce qu'on est avec lui dans son délire. Exactement. Bon. Alors aujourd'hui, sur le plan politique, il y a un certain nombre de failles, de ruptures qui se sont traduits à une époque qui était encore un peu drôle, qui était celle de Coluche, qui se sont traduits par des éclairages très humoristiques, grotesques, sur ce qu'est cette vie politique mass médiatisée que l'on connaît, qui se traduit aujourd'hui avec la montée des Verts, des écologistes, etc., qui sont moins drôles malheureusement, mais enfin qui sont quand même très significatifs. Il y a des phénomènes extraordinaires quand on y pense, la révolte des pompiers, la révolte des policiers, etc. Il continue mai 68. Alors, qu'est-ce que c'était donc cette mise en question des institutions? C'est aujourd'hui. Est-ce qu'il continue bien mai 68? Ah oui, je suis convaincu. Est-ce qu'il n'y a pas dans mai 68 une conception globale que vous récusez, vous? Ah oui, totalement. Est-ce qu'il n'y a pas une philosophie du renversement, d'une autre type de société? Mai 68, c'était pas seulement faisons l'amour, hein. C'était pas seulement changeons l'immédiateté. C'est-à-dire que pour moi, mai 68, ça a été d'abord un fait de rupture et le surgissement, l'émergence de formes mutantes de subjectivation singulières, prises chacune dans des contextes différents, donc pas du tout homogènes, une hétérogenèse de la subjectivité. Ensuite, sont venues à la rescousse toutes les idéologies, toutes constituées, toutes les idéologies gauchistes, les idéologies maoïstes, etc. Qui avait un projet global. Oui, mais qui pour moi était une réponse à la rupture, à la faille de 68, du parallèle homothétique à la réponse des policiers, à la réponse d'Edgar Faure à l'époque, ou je ne sais plus qui. Mais mai 68 n'a pas été une révolution en fin de compte, puisque une révolution moléculaire. Oui, justement. Alors vous êtes déçu finalement de cette espèce de repli, de retraite, parce que finalement on peut se poser la question au nom de quelle morale, de quelle valeur, à un moment donné. Excusez-moi de poser la question de manière impertinente par rapport à votre discours, mais au nom de quelle valeur finalement tout s'est arrêté? Mais rien ne s'est arrêté. Comment rien ne s'est arrêté? Écoutez, on va prendre un exemple très concret. L'antipsychiatrie. L'antipsychiatrie, puisque c'est comme ça que pour vous beaucoup de choses ont commencé, dans votre pratique même, Basaglia est mort, Cooper est mort, Laing vient de mourir. Ils étaient mortels. Je suis d'accord, ils étaient mortels. Mais qui leur succède? Et dans la pratique, comment les choses, non, je veux dire, dans la pratique, quels sont leurs successeurs? Et aujourd'hui, quelles sont les vertus de l'antipsychiatrie? Si on voit exactement comment les choses se sont passées, on se rend compte que même la psychanalyse la médecine de secteur, enfin la sectorisation à l'hôpital, a pour le moins en partie, hélas, échoué. Bon, alors est-ce qu'on ne voit pas finalement ces idées petit à petit? Alors vous dites l'hiver. Est-ce qu'on n'est pas effectivement en plein hiver? Pas partout. Alors, mais si on a le nez collé sur la France, vous avez raison. Si on retire la tête un peu, on voit des choses passionnantes. Par exemple, chez les successeurs de Franco Basaglia, à Trieste, une tentative de repenser complètement la pratique psychiatrique avec des systèmes de coopératives, avec un rayonnement où la psychiatrie sort d'elle-même. C'est pas l'antipsychiatrie, c'est la psychiatrie ouverte non seulement sur la cité, mais ouverte sur d'autres pratiques, sur les problèmes de la prison, les problèmes de la culture, etc. Alors il existe par exemple des luttes contre l'enfermement psychiatrique en Grèce, où il existe des hôpitaux comme à Leiros, qui sont des sortes de camps de concentration. Au Brésil, en Argentine, dans différents pays, cette problématique continue d'être tout à fait vivante. Moi, je crois que sur ce point, vous avez beaucoup amené. Et que sur ce point, les idées que vous avez avancées ont une très grande importance. Ce dont je m'étonne, c'est, voilà un point où vous êtes vraiment, pour le moins, totalement compétent, c'est votre pratique. On a l'impression que, hélas, en France, vous n'êtes pas suivi, vous n'avez pas été suivi. Mais c'est pas grave, parce que la France est une petite chose. La France est une petite province, c'est une petite Suisse pouilleuse. Je veux dire, pouilleuse dans ce sens qu'elle n'a pas la richesse de la Suisse, tête d'habitant, mais là, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose en France et que les socialistes français
font peu de choses pour qu'il y ait des débats, pour qu'il y ait une innovation sociale, une créativité. Mais dans le tiers-monde... On va parler de politique, parce que ce n'est pas les partis politiques qui sont en question, c'est plutôt la société civile française. Et l'aspiration de cette société à faire éclater les barrières de l'asile. Mais quand il y a, par exemple, une les lutte... pompiers, quand même. Quand il y a, voilà, mais je vais prendre un autre exemple. Quand il y a une lutte à la fois sectorielle, mais en même temps qu'il y a une dimension beaucoup plus critique, finalement. Je pense au mouvement des infirmières de l'année dernière. Bon, qui d'un certain point de vue, pourrait être un mouvement que vos concepts et que votre pratique théorique permet de comprendre dans toute sa potentialité, ses contradictions, ses hésitations. Force est bien de constater qu'un mouvement comme ça, à un moment donné, se heurte à cette fameuse généralité, par exemple de l'appareil d'État, de la grille de la fonction publique. Et à ce moment-là, ce mouvement se casse. Alors, on peut dire il n'est pas vraiment cassé, ça va peut-être recommencer, la braise continue à brûler sous la neige de ces années d'hiver, mais est-ce que là, il n'y a pas quand même quelque chose qui, d'un point de vue alors à la fois théorique et politique, mérite d'être pensé, c'est qu'en jouant la déterritorialisation des luttes, en jouant la singularisation optimale de la revendication, à un moment donné, on se fragilise par rapport à cette généralité de l'appareil d'État, du pouvoir d'État, et à ce moment-là, on perd, puisque dans une lutte, moi, je trouve que vous ne mettez pas l'éclairage suffisant sur la fragilité de ce pouvoir d'État et sur son caractère fictif, son caractère de leurre. Qui est manifeste dans le domaine économique. J'ai une formation très hegelienne, alors c'est pour ça que je ne suis pas bien préparé à fragiliser l'État. Aujourd'hui, il faut penser les problèmes à l'échelle planétaire, et on voit bien qu'à l'échelle planétaire, toutes ces structures politiques existantes sont complètement hors de la course. Quand vous voyez les dégradations de la biosphère telles qu'elles se développent, l'impuissance totale à contrôler la poussée démographique dans le monde, avec le fait que les Chinois sont revenus maintenant partent tranquillement vers les 2 milliards d'habitants à court terme finalement. Quand vous voyez la montée de la misère, la crise urbaine, etc., Mexico qui va avoir 40 millions d'habitants, etc., alors on se dit que les gens qui sont en position de pouvoir mais ne contrôlent rien du tout. Regardez aujourd'hui même ce qu'on dit du président Bosch. Mais il prend pas d'initiative, il est là, il hésite à soutenir la Pologne, il hésite à soutenir le gorbatchevisme, etc. On est devant une sorte de paralysie des pouvoirs en place. Les pouvoirs, si vous voulez revenir en France, les pouvoirs syndicaux, les pouvoirs politiques, les parlementaires sont des gens qui ne disent plus rien. Il n'y a jamais aucun débat. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas qu'ils soient idiots ou qu'ils soient pourris, mais ça signifie simplement qu'ils ne sont pas en prise sur les immenses transformations, les immenses révolutions qui nous traversent. Qui peut être en prise globalement?